Dans l'univers scintillant du show-business, les amitiés brillent souvent comme des étoiles filantes, intenses mais éphémères, disparaissant sous le poids de la célébrité. Mais il existe des liens qui défient le temps, les rumeurs et même les mots. L'histoire de Michael Jackson et Diana Ross est l'une de ces raretés, un fil invisible tissé sur plus de 5 décennies, mêlant admiration, dévotion et un amour difficile à définir. Imaginez un garçon de 9 ans, timide, talentueux, perdu dans un monde trop grand pour lui, et une femme, une superstar au sommet de sa gloire, qui le prend sous son aile, non pas par devoir, mais par une connexion instinctive. De leur première rencontre en 1969 à une confession discrète de Diana en 2025, à l'âge de 81 ans, leur histoire est une énigme, un puzzle fait de silence, de chansons codées et d'un testament qui révèle une vérité bouleversante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce lien unique, des coulisses de Motown au plateau de cinéma, des confessions publiques aux blessures silencieuses. Et à la fin, ce sera à vous de répondre à cette question. Michael Jackson a-t-il vraiment aimé Diana Ross, ou était-ce quelque chose de bien plus complexe? Accrochez-vous, car ce récit va vous emmener dans un voyage émotionnel, au cœur d'une des relations les plus mystérieuses de l'histoire de la musique. En 1969, Détroit vibre au rythme de Motown Records, une usine à rêve qui produit des hits comme on assemble des voitures dans les usines voisines. À la tête de cet empire musical, Berry Gordy, un visionnaire, transforme des voix brutes en légendes mondiales. Parmi elles, Diana Ross, 25 ans, est une étoile montante. Avec sa voix suave, son charisme magnétique et son allure glamour, elle est sur le point de quitter les Suprêmes, le trio qui l'a propulsée au sommet, pour entamer une carrière solo qui fera d'elle une icône. Elle est plus qu'une chanteuse, elle est une force, une confidente de Gordy, une femme qui incarne le succès et l'élégance dans un monde encore marqué par les barrières raciales et sociales. C'est dans ce tourbillon qu'arrive Michael Jackson, un garçon de 9 ans originaire de Gary, Indiana. Il est le plus jeune membre des Jackson 5, un groupe familial composé de ses frères Jackie, Tito, Jermaine et Marlon. Leur énergie juvénile, leurs harmonies impeccables et leur chorégraphie synchronisée captivent immédiatement. Officiellement, c'est Berry Gordy qui signe les Jackson 5 après avoir visionné une performance filmée envoyée par Bobby Taylor, un artiste de Motown. Mais Michael raconte une autre histoire, une version qu'il répétera avec conviction tout au long de sa vie, celle où Diana Ross aurait découvert son groupe. Ce n'était qu'un mythe, une stratégie marketing orchestrée par Motown pour capitaliser sur la renommée de Diana. Leur premier album, sorti en décembre 1969, s'intitule d'ailleurs Diana Ross présent The Jackson 5. Pour le label, c'est un coup de génie. Associer un groupe naissant à une star établie garantit l'attention du public. Mais pour Michael, ce n'est pas une simple tactique. Dans son esprit, Diana n'est pas seulement une figure publique. Elle est celle qu'il a vue, qu'il a sortie de l'ombre d'une enfance difficile, marquée par la discipline rigoureuse de son père, Joseph Jackson, et les répétitions interminables dans leur maison exiguë de Gary. Lorsque les Jackson 5 s'installent à Los Angeles pour enregistrer, Michael, encore un enfant, découvre un monde nouveau. Il séjourne souvent chez Diana, dans sa maison des Hollywood Hills, un havre de luxe et de tranquillité loin des projecteurs. Ces visites ne sont pas de simples moments de détente. Michael observe, absorbe, apprend. Diana n'est pas seulement une chanteuse à succès, elle est une artiste complète, une femme qui contrôle chaque détail de son image. Il étudie sa façon de répéter, de choisir ses tenues, de répondre aux journalistes avec une élégance désarmante. Il remarque comment elle ajuste les lumières sur scène pour capturer l'éclat parfait, comment elle transforme une interview banale en un moment captivant. Dans une interview des années plus tard, Michael dira « Diana m'a appris à être une star. Elle m'a montré comment occuper une scène, comment sourire à la caméra, comment faire ressentir chaque note au public. » Ces leçons vont au-delà de la technique. Pour Michael, Diana représente un idéal, une incarnation de ce qu'il rêve de devenir. À une époque où il est encore sous l'emprise d'un père autoritaire, qui dirige la carrière des Jackson 5 d'une main de fer, Diana devient une figure d'ancrage, presque maternelle, mais aussi bien plus que cela. En 1971, Michael, âgé de 13 ans, fait un pas décisif vers sa carrière solo. Sa première prestation télévisée en tant qu'artiste solo a lieu dans Diana, une émission spéciale diffusée en prime time, où Diana Ross est la vedette. Il y chante Got to Be There, son premier single solo, avec une assurance qui surprend pour son âge. Ce que le public ne voit pas, c'est le travail en coulisses. Diana, avec une patience infinie, guide Michael à travers les répétitions. Elle lui apprend à gérer la pression des caméras, à projeter sa voix, à captiver un auditoire.
Dans une interview cette même année, Diana décrit Michael comme un fils ou un petit frère. Elle ajoute, avec un sourire, « Il m'admire tellement, alors je veux être un bon exemple pour lui ». Cette image séduit la presse, une diva bienveillante prenant sous son aile un jeune prodige. Mais pour Michael, ce lien va au-delà d'une simple admiration. Il commence à suivre Diana avec une intensité qui dépasse celle d'un élève pour son mentor. Il mémorise ses gestes, sa façon de parler, la manière dont elle incline la tête pour capter la lumière sur scène. Cette fascination, encore innocente à ce stade, pose les bases d'une relation qui deviendra l'une des plus énigmatiques de l'histoire de la musique. Les années passent, et la connexion entre Michael et Diana s'approfondit. En 1978, Michael, désormais âgé de 20 ans, décroche son premier grand rôle au cinéma dans The Wiz, une réinterprétation afro-américaine du Magicien d'Oz. Il y joue l'épouvantail, tandis que Diana, 34 ans, incarne Dorothy. Pour Michael, ce projet est une opportunité de s'émanciper de l'image des Jackson 5 et d'explorer une nouvelle facette de son talent, le jeu d'acteur. Mais il y a une motivation plus personnelle, travailler aux côtés de Diana, la femme qu'il admire depuis l'enfance. Pour Diana, The Wiz est un défi. À 34 ans, elle est une légende de la musique, mais elle veut prouver qu'elle peut briller au cinéma. Le tournage, qui se déroule à New York, est intense. Michael et Diana passent des mois ensemble, partageant des journées interminables sur le plateau. Mais ce qui marque les esprits, ce n'est pas seulement leur collaboration professionnelle. C'est ce qui se passe en dehors des caméras. Au lieu de séjourner dans un hôtel comme le reste de l'équipe, Michael loue un appartement à New York. À la surprise générale, Diana choisit de s'y installer avec lui. Pas de manager, pas de publiciste, pas de caméra. Juste deux, dans un espace privé, loin du chaos du tournage. Ce choix intrigue l'équipe de production. Pourquoi une superstar comme Diana Ross, qui pourrait avoir tout le confort d'un palace, décide-t-elle de partager un appartement avec un jeune homme de 20 ans? Ce qui se passe dans cet appartement reste un mystère. Ni Michael ni Diana n'en parleront jamais publiquement. Mais les témoignages des membres de l'équipe peignent un tableau fascinant. Ils arrivent ensemble sur le plateau, rient ensemble pendant les pauses, partagent des dîners après de longues journées de tournage. Diana appelle Michael « bébé », un surnom affectueux qui semble naturel entre eux. Michael, connu pour sa timidité légendaire, semble transformé en sa présence. Il est détendu, souriant, presque libéré de la pression qui pèse sur ses épaules. Les murmures commencent à circuler en coulisses. Les maquilleurs, les techniciens, les assistants se posent la question, y a-t-il plus qu'une amitié entre eux? Leur complicité est évidente, mais jamais ostentatoire. Ils ne s'affichent pas comme un couple, et pourtant, leur intimité est palpable. Un membre de l'équipe racontera plus tard, c'était comme s'ils vivaient dans leur propre monde. Ils n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. Pour Michael, cette période est cruciale. À 20 ans, il est à un tournant de sa vie. Il n'est plus un enfant, mais il n'a pas encore trouvé sa place en tant qu'adulte. L'ombre des Jackson 5 et les attentes écrasantes de son père pèsent lourd. Diana, elle, représente une stabilité. Elle a déjà parcouru le chemin qu'il emprunte, celui d'une star en devenir, confrontée à la pression de la célébrité. Elle devient son guide, mais aussi une confidente, une figure qui le comprend sans le juger. Pendant les pauses du tournage, Michael partage avec Diana des démos de chansons qu'il travaille pour son premier album solo majeur, Off the Wall. Ces moments ne sont pas des réunions formelles. Ce sont des instants spontanés où Michael, guitare à la main ou a cappella, chante des bribes de mélodie. Diana écoute attentivement, donne son avis, suggère des ajustements. Ajoute plus d'émotion ici, lui dit-elle un jour, selon un proche de la production. Fais en sorte que chaque mot compte. Ces échanges renforcent leur lien. Michael ne voit pas seulement en Diana une mentor. Il voit une artiste qui partage sa passion pour la perfection, pour l'art de raconter une histoire à travers la musique. Ces moments dans l'appartement new-yorkais deviennent des souvenirs précieux, des fragments d'une intimité qu'ils protégeront jalousement. En 1982, Michael Jackson est sur le point de devenir une icône mondiale. À 24 ans, il termine l'enregistrement de Thriller, un album qui redéfinira la musique pop, battra des records de vente et fera de lui une superstar inégalée. Mais malgré cette ascension fulgurante, une partie de lui reste ancrée dans le passé, dans cette connexion avec Diana Ross qui continue de le hanter. C'est dans ce contexte qu'il accorde une interview au magazine Ebony. Le journaliste, habitué aux réponses prudentes et polies de Michael, pose une question anodine: qui est la femme idéale pour vous?
Ce à quoi Michael répond, sans hésiter, Diana Ross. Je l'aime. Le silence qui suit est lourd. Le journaliste, déconcerté, pense d'abord à une plaisanterie. Mais Michael ne sourit pas. Il ajoute, avec une sincérité désarmante, « Si je pouvais épouser n'importe qui dans le monde, ce serait elle. » Cette confession fait l'effet d'une bombe. À 24 ans, Michael est jeune, célibataire, au sommet de sa gloire. Diana, 38 ans, est une mère, 2 fois divorcée, une femme dont la vie personnelle est déjà bien établie. L'écart d'âge, combiné à la nature publique de cette déclaration, surprend tout le monde. La presse s'empare de l'histoire. Certains y voient une admiration adolescente qui persiste, d'autres une stratégie pour attirer l'attention. Mais pour ceux qui connaissent Michael ou sa famille, ses proches, cette déclaration n'a rien de surprenant. Elle est l'aboutissement d'années de sentiments refoulés. Jermaine Jackson, le frère aîné de Michael, confiera plus tard, Michael aimait Diana depuis qu'il était gosse. Pour lui, elle était plus qu'une amie, plus qu'une mentor. Il la voyait comme sa femme idéale, même s'il savait que c'était compliqué. Selon Jermaine, Michael devenait jaloux dès que Diana apparaissait avec un autre homme, un sentiment qu'il ne cherchait pas à cacher au sein de la famille. Diana, fidèle à son habitude, reste silencieuse. Elle ne commente pas, ne confirme pas, ne dément pas. Ce silence intrigue encore plus. Pourquoi ne met-elle pas fin aux rumeurs? Pourquoi ne clarifie-t-elle pas la nature de leur relation? Pour beaucoup, ce silence est une réponse en soi. Diana et Michael partagent quelque chose de trop intime, de trop fragile pour être exposé au grand jour. Ce choix de ne pas parler protège leur lien, mais il alimente aussi les spéculations. Était-ce de l'amour? Une admiration obsessionnelle? Une connexion artistique unique? Les réponses, comme souvent avec Michael et Diana, se trouvent dans ce qu'ils ne disent pas. En 1985, tout bascule. Diana Ross annonce ses fiançailles avec Arne Næss Jr. Un magnate norvégien du transport maritime. Leur mariage, célébré la même année en Suisse, est une cérémonie intime, réservée à la famille et aux proches. Michael n'est pas invité. Il n'envoie ni cadeau ni message de félicitations. Lorsqu'un journaliste lui demande pourquoi, il répond avec une honnêteté brutale, « J'étais jaloux. J'ai toujours aimé Diana Ross, et je l'aimerai toujours. » Ces mots, prononcés avec une douleur palpable, marquent un tournant. Michael, alors âgé de 27 ans, est au sommet de sa carrière. Thriller a fait de lui une icône mondiale, mais en privé, il est un homme confronté à une réalité déchirante. La femme qu'il aime, celle qu'il a idéalisée pendant des années, a choisi une autre vie, un autre homme. Dans les mois qui suivent, Michael change. Ses proches remarquent qu'il devient plus introverti, plus distant. Il annule des interviews, repousse des sessions en studio, s'éloigne des projecteurs. Pour le public, il reste le roi de la pop, mais en coulisses, il est un homme en proie à une blessure silencieuse. Cette période marque un tournant dans sa façon d'aborder sa vie personnelle. Il ne parlera plus jamais d'amour en public avec une telle franchise. Et surtout, il cessera de mentionner Diana Ross, même lorsqu'on l'interroge sur leur passé commun. Ce silence est éloquent. Michael, qui a toujours protégé son intimité, choisit de garder cette douleur pour lui. Mais cette douleur trouve un autre moyen de s'exprimer, à travers sa musique. En 1987, Michael sort Dirty Diana, un single brûlant de tension et de désir. Le titre intrigue immédiatement. Pourquoi Diana? Michael insiste, la chanson parle d'une groupie fictive, une femme qui séduit les stars pour leur gloire. Mais le choix du prénom, combiné à une coïncidence troublante, alimente les spéculations. 4 ans plus tard, en 1991, Michael sort Remember the Time, une chanson radicalement différente. Là où Dirty Diana était brute et passionnée, Remember the Time est douce, nostalgique, presque tendre. Le clip, somptueux, met en scène Michael dans un palais égyptien, tentant de séduire une reine inaccessible. Les paroles posent une question simple, Do you remember? Pas de reproche, pas d'amertume, juste un hommage à un passé précieux. Selon des proches, dont Jermaine, cette chanson est un clin d'œil direct à Diana. Elle parle d'un amour qui n'a jamais pu s'épanouir, d'un souvenir que Michael chérit malgré tout. Le choix d'une reine dans le clip n'est pas anodin. Pour Michael, Diana a toujours été une figure majestueuse, presque intouchable. La chanson est sa façon de dire adieu, non pas avec rancune, mais avec une tendresse infinie. Pour Michael, la musique devient un refuge, un espace où il peut exprimer ce qu'il ne peut dire à voix haute. Dirty Diana et Remember the Time sont comme deux faces d'une même pièce.
l'une exprime la douleur d'un amour non partagé, l'autre la douceur d'un souvenir. Ensemble, elles racontent l'histoire d'un homme qui aime profondément, mais qui sait que cet amour ne sera jamais pleinement réciproque. Ces chansons deviennent des lettres d'amour codées, des messages que Diana, peut-être, comprend sans jamais y répondre publiquement. En 2002, Michael Jackson modifie son testament. Parmi les dispositions concernant ses enfants, un détail attire l'attention. Si sa mère, Catherine Jackson, ne peut s'occuper de ses enfants, la tutrice légale désignée est Diana Ross. Pas un ami proche, pas un membre de sa fratrie, pas même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants. Diana Ross. Ce choix n'est pas anodin. Il révèle la profondeur de la confiance que Michael place en Diana. Pendant des décennies, elle a été une constante dans sa vie, une figure qui n'a jamais trahi ses secrets, qui n'a jamais exploité leurs liens pour attirer l'attention. En lui confiant la garde potentielle de ses enfants, Michael lui offre une place unique, presque sacrée, dans son univers. Après la mort de Michael en 2009, un autre détail émerge, rapporté par des employés de son ranch de Neverland. Dans une pièce privée, fermée au public, Michael conservait des photos de Diana Ross. Ce n'était pas un sanctuaire au sens religieux du terme, mais un espace intime, un lieu où il pouvait se reconnecter avec un passé qu'il n'avait jamais tout à fait laissé derrière lui. Les employés l'appelaient la salle Diana. Aucun nom officiel, aucune plaque, juste un espace où Michael gardait un fragment de cet amour. Lorsque Michael décède en 2009, Diana publie une déclaration brève mais poignante, « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Fidèle à elle-même, elle ne s'étend pas. Elle n'accorde pas d'interview, n'assiste pas aux funérailles. Mais son nom dans le testament de Michael parle pour elle. C'est une preuve silencieuse de l'importance